La tête dans les nuances, c'est une rencontre à tous les mois avec des intervenants engagés. Mon nom est Robert Aubin et à chaque épisode, je vous transporte dans un jeu de changement de perspective sur des enjeux de société. Ce mois-ci, on se pose la question suivante. En matière de bien-être, comment trouver la voie de passage entre les dictats de l'industrie, nos élans du cœur et nos possibles abandons? Plongeons ensemble, tête première, dans les nuances. Bienvenue à cette autre émission de La tête dans les nuances. Très content de vous retrouver. Vous savez, si le mois de janvier arrive normalement avec son lot de résolutions entourant notre santé physique, notre santé émotive, voire notre santé mentale, le mois de février, c'est souvent le mois de la désillusion, de la démotivation, voire de l'abandon. Alors, qu'en est-il de cette recherche de bien-être qui nous tenait tant à cœur en janvier? Pourquoi disparaît-elle? C'est pas mal le sujet de notre discussion d'aujourd'hui. Et comme prémisse, je vous dirais, il y a plusieurs façons de définir la nature humaine. Si on met de côté pour un instant l'âme qui ne fait pas consensus chez tous, je pense qu'on s'entend sur les trois principales composantes que sont le cœur, le corps et l'esprit. Et c'est ces trois facettes qu'on a décidé de discuter aujourd'hui, puisque le bien-être est souvent défini comme ce sentiment d'épanouissement global, de confort et de satisfaction des besoins. Je ne sais pas si j'ai raison, si ça fait partie des choses qu'on va découvrir au cours de cet entretien. Alors, le bien-être tant recherché résiderait-il dans l'harmonisation de ces trois facettes de notre personnalité, à voir aussi? Alors, face à cette réalité, comment s'assurer de faire dès le départ les meilleurs choix, mais surtout, comment persister dans nos engagements? Alors aujourd'hui, avec mes invités, nous allons tenter de trouver les voies de passage nous permettant de naviguer entre les dictats de l'industrie du bien-être, nos élans du cœur et les possibles abandons qui peut-être ne doivent pas être vus comme des échecs, mais comme des moyens de se relancer. Bref, on va chercher les réponses. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités dont l'expertise est tout à fait pertinente et je vous les présente à l'instant en vous faisant un bref résumé de leur curriculum vitae. D'abord, Mme Laurie Bellerive, qui a une formation collégiale en gestion de commerce, volet administration du Cégep de Trois-Rivières. C'est également la propriétaire des deux centres athlétiques de Trois-Rivières et, plus récemment, propriétaire du centre d'amusement intérieur au Volt. Bienvenue, Mme Bellerive. Merci d'avoir accepté l'invitation. Une figure que vous reconnaîtrez peut-être, puisque c'est la première invitée à faire son deuxième passage à la tête dans les nuances. Et je parle de Mme Audrey Martel, qui est détentrice d'une maîtrise en études québécoises de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Vous la connaissez comme copropriétaire de la librairie Excèdre. Elle est également chroniqueuse littéraire à Radio-Canada et j'en passe. Bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté l'invitation une fois de plus. Et pour compléter ce trio de feu, j'ai le plaisir d'accueillir Victor-Olivier Hamel-Moras, qui est détenteur d'un doctorat en psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, où il est également chargé de cours. Et il a établi sa pratique au Centre psychologique de Trois-Rivières. On aura donc tous les volets du cœur, de l'âme et du corps, de l'âme et de l'esprit. Et d'ailleurs, parlant d'esprit, je commencerai avec Audrey Martel. Pourquoi je vous ai invité? Parce qu'à un moment donné, a traversé mon esprit l'idée de dire le coiffeur ou la coiffeuse, c'est souvent le lieu des confidences. Et je me suis dit, mais peut-être que la librairie, c'est le lieu où on vient chercher nos conseils santé, parce qu'on trouve des rayons pour tout. On trouve des rayons pour la santé physique, la santé psychologique, la santé mentale, la spiritualité. On trouve de tout chez vous et on cherche les réponses à tout. Alors, est-ce qu'il y a dans les librairies, comme dans les gyms, ou peut-être comme dans les rendez-vous en psychologie, on verra, est-ce qu'il y a une saisonnalité du bien-être chez les libraires? Bien, il y a certainement une saisonnalité dans les ventes. En fait, on voit très bien qu'il y a des espèces de sujets qui sont plus populaires à certains moments de l'année. Et effectivement, en janvier, donc même ça commence en décembre, les livres de bien-être et de cuisine ont la cote en décembre et en janvier, bien, on va aller vers des livres sur le sport, la motivation personnelle, tout ça. Il y a vraiment cette tendance-là qui existe en librairie. Et quand on entre chez vous, est-ce qu'il y a le moyen de faire le partage entre l'ivraie et le bon grain, disait la Bible autrefois? Parce que j'ai toujours en tête ce rayon dans une pharmacie où on attend notre prescription, puis on nous suggère plein de lectures pour lesquelles j'ai toujours un doute.
Bien, comme nous, on est une librairie indépendante, c'est nous qui faisons le choix de ce qu'on va placer sur les tablettes. Donc, on essaie quand même de respecter les désirs des clients, mais en amont, on essaie d'un peu faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, comme vous le dites. Par contre, on essaie de pas non plus faire de jugement ou de décider pour les clients ce qui est bon pour eux. Toutefois, c'est certain qu'il y a des choses qu'on se permet un peu d'avoir en moins grande quantité, par exemple. Puis après, bien, le client lui-même a une partie du travail à faire un peu, à savoir à cibler ses besoins, à comprendre ce qu'il vient chercher finalement en librairie. Mais oui, il y a toutes sortes de productions plus efficaces que d'autres, mettons. Et le travail du libraire chez vous, il va jusqu'où pour vous suivre? Par exemple, sur votre page Facebook, j'ai souvent vu des suggestions d'œuvres à lire. Oui. Qui ne me semblaient pas aller tout à fait dans ce sens-là, mais je ne vous suis pas quotidiennement, soyons honnêtes. Alors, c'est peut-être une résolution pour l'an prochain, voilà. Bien, non, c'est vrai que nous, on est davantage des lecteurs et des lectrices de littérature, d'essais qui s'éloignent un peu de la tendance, par exemple, du développement personnel, quoique de temps en temps, on regarde ce qu'on a sur nos tablettes de toute façon, mais on essaie le plus possible de comprendre ce que les gens viennent chercher. Par exemple, ça arrive souvent que les gens nous demandent des livres sur le deuil. Fait qu'on a comme établi notre meilleur vendeur, pas seulement d'un aspect financier, mais le meilleur livre qu'on peut conseiller pour les gens qui ont besoin là, maintenant, tout de suite, d'un livre pour apprivoiser le deuil ou pour offrir à quelqu'un. Donc, on a cette espèce d'incontournable-là en librairie maintenant vers lequel on pointe les clients qui viennent pour ça. T'sais, mais on n'en tient pas. On n'a pas non plus un très grand rayon. On essaie d'avoir les nouveautés puis les trucs les plus pertinents. Mais on peut être rapidement dépassé par tout ce qui se publie. Genre, est-ce que les gens reviennent pour vous dire Ah, ce livre-là que tu m'as conseillé, ça m'a vraiment aidé? Franchement, c'est pas. J'ai pas souvenir que ce soit arrivé. Est-ce que c'est parce que c'était à côté de la Finalement, c'était pas ça pour tout. Mais non, puis tu sais, il y a quelque chose de très intime aussi dans le rapport au livre. Hein? Fait que quand c'est un coup de cœur en littérature, oui, les gens nous en parlent parce qu'ils veulent un second livre dans le même style, par exemple. Ça nous aide à cadrer les goûts. Après, quand c'est un livre plus pratique ou de développement personnel, bien là, il y a quelque chose un peu de... Souvent, même, les gens ne demandent pas nécessairement des conseils. C'est peut-être plus les hommes qui décident de faire le pas pour venir en librairie chercher un livre de développement personnel et là, qui vont demander un peu notre avis. Les femmes savent un peu plus ce qu'elles veulent. Puis, ils n'ont pas besoin de nous, là. Et quand les gens entrent, c'est une clientèle particulière ou bien c'est un peu votre clientèle en général qui, à un moment de l'année, dit « Oui, je vais m'intéresser à ça ». L'alimentation, évidemment, ça, c'est un Mais cela dit, classique. c'est le guide pratique en librairie, c'est quand même une... Puis, par guide pratique, là, on met jardinage, cuisine, santé, mieux-être, sport, tout ça, même manuel de l'automobile. Fait que, tu sais, on peut pas nécessairement départager tant que ça le type, mais c'est le guide pratique, c'est un gros moteur dans la production littéraire, là. Fait que, tu sais, ça couvre très, très large, un très large public. Donc, il n'y a pas tant que ça de traits de personnalité. Mais c'est vrai que ce soit pour offrir en cadeau ou pour se replacer un peu en début d'année face aux résolutions ou à l'été, bien là, on va voir des gens qui vont aller essayer de perdre les kilos en trop accumulés pendant l'hiver avec... fait que là, il y a des livres, là, tu sais, retrouver ma taille bikini. Mais je pense que maintenant qu'il y a Internet, les gens vont peut-être un peu plus nourrir par eux-mêmes et délaisser le livre. Là. Fait qu'il y a, tu sais, il y a des tendances comme ça où les gens vont peut-être un peu moins se tourner vers des guides pratiques d'exercice physique, comme ça a été le cas il y a plusieurs années. Parce que Internet pallie à ce besoin-là. Puis on peut le faire dans l'intimité. On n'est pas nécessairement besoin de démontrer à la madame derrière le comptoir qu'on aurait quelques livres à perdre, c'est peut-être, dans notre traite, en tout cas. Ce qui fait que ce type de commande-là, de besoin-là, passe beaucoup par le web aussi, maintenant que ça s'est développé. Bien, les gens, tu sais, ils peuvent, dans le confort de leur foyer, dans l'intimité, un peu anonymement, passer des commandes pour des livres qui traitent un peu de la sphère privée, l'intimité, tout ça. Fait que...
Bien, je rebondis là-dessus parce qu'à date, les exemples dont on parle sont beaucoup en lien avec la santé physique et puis l'alimentation. Il y a un lien direct entre les deux. C'est assez simple à conclure, mais est-ce qu'on vient chercher autre chose? Est-ce qu'on vient chercher en spiritualité? Le bien-être, c'est beaucoup plus que... Le rayon psychologie est quand même assez bien garni dans les librairies. Et celui de la spiritualité aussi. Est-ce que ça aussi... Ils sont souvent l'un à côté de l'autre. Hein, absolument, oui. Oui, c'est ça. On a même un peu eu de la difficulté à départager parfois religion, spiritualité, ésotérisme. Philosophie. Tu sais, ça, c'est une genre de zone d'ombre qui n'est pas tout à fait claire. Ça marche vraiment beaucoup, la spiritualité qui tend vers l'ésotérisme. Puis des fois, sans faire de jugement hâtif, mais on a un peu l'impression que les gens ont un peu fait le tour de ce que les livres de développement personnel pouvaient leur apporter, puis éventuellement, ils vont glisser vers la spiritualité, puis vers l'ésotérisme. Bien, on va quand même parler d'activité physique parce qu'on a Laurie Bellerive avec nous. Et puis, s'il y a une tendance qui semble généralisée depuis de nombreuses d'années, c'est les inscriptions au gym en janvier et les abandons en février. Semble-t-il que les dernières études que j'ai vues ont fait à peu près 6 semaines de façon intensive, là où on y va 3 fois semaine, puis avec le programme que l'on s'est fait faire, puis on est fidèle à notre engagement, on trouve le temps dans notre horaire pour le faire, mais autour de la Saint-Valentin, ça commence à... Est-ce que ça, c'est un phénomène vérifié, vérifiable? En fait, je suis mitigée dans cette question-là, puis on me la pose constamment, parce que ce évidemment, que vous dites, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Mais on a tellement de beaux succès qui ont démarré en janvier que pour moi, j'ai une vision vraiment partagée des deux. Parce qu'effectivement, tu sais, souvent la nouvelle année est une option de se fixer des nouveaux objectifs. C'est un nouveau départ pour beaucoup de gens. Comme il peut y avoir plein de nouveaux départs, là, la rentrée scolaire, un changement dans notre vie, on se sépare, un nouvel enfant. Il y a plusieurs sources de nouveaux départs qui nous amènent à se fixer des nouveaux objectifs. Et le début d'une nouvelle année, c'est souvent un nouveau départ pour les gens et c'est une occasion de se fixer des nouveaux objectifs. Donc, c'est pour ça qu'on met ensemble janvier et gym parce que c'est une belle occasion de se fixer des nouveaux objectifs. Puis, comme tout objectif dans la vie, il y en a qu'on va réussir, puis il y en a qui sont pas faits pour nous, ils ont été mal mesurés, ils ont été faits avec la pas bonne intensité. Puis, c'est souvent ça qui se passe dans le conditionnement physique aussi. Mais il y a tellement de belles histoires qui ont commencé au mois de janvier. Des gens qui ont accroché à l'activité physique, qui ont découvert que ça leur fait un réel bien-être, qui se sentent vraiment mieux, qui ont trouvé quelque chose qu'ils aiment, qui aiment faire, un cours en groupe, le faire avec un ami, un plan d'entraînement qui les stimule vraiment. Ils ont eu des résultats rapidement, puis après ça, ça les a gardés motivés. Et moi, c'est beaucoup plus cette portion-là de ma clientèle que je retiens. Puis il y en a qui maintenant, ça fait des années qu'ils s'entraînent avec nous, puis ça a commencé au mois de janvier. Fait que je me dis tout le temps que, oui, c'est cliché de dire « Ah, je m'abonne au mois de janvier », mais en même temps, si tu ne donnes pas la chance de l'essayer puis de t'abonner à un moment ou à un autre, ben tu réussiras jamais. Mais est-ce que si la motivation, elle est simplement de se fixer une résolution, les gens ont plus tendance à abandonner, alors que si le processus de réflexion, d'intégrer ça dans la routine, c'était un peu plus amorcé puis plus défini, ça fait que les gens s'accrochent. Là. Évidemment. Puis, tu sais, l'objectif doit être souvent clair, puis, tu sais, un objectif qui nous tient très à cœur, puis on doit être capable de... Bien, tu pourras peut-être contribuer sur ce que je dis tantôt avec ton aspect psychologique. Moi, je dis vraiment ce que je vois sur le terrain. Là. Mais les gens qui l'ont très à cœur, qui ont vraiment envie de ça, puis qui le ressentent, qui ont un objectif qui les stimule, puis qu'après chaque entraînement, prennent un moment pour se dire à quel point ça leur a fait du bien, comment ils se sentent, puis qu'après ça, veulent rechercher cette sensation-là de bien-être, bien, c'est sûr que ça les aide. Puis oui, c'est sûr que la réflexion, quand elle est plus amorcée que 1er janvier, je me fixe des objectifs, on ne se pose pas trop de questions. Activité physique arrive souvent dans les premiers. C'est sûr que ça va être plus difficile. Puis, ça prend un plan de match. Là. On ne peut pas juste se dire « Ah, je vais aller au gym 3 fois par semaine. J'arrive au gym, je sais pas trop quoi faire. » Puis ça peut être intimidant, rentrer dans un centre de conditionnement physique quand on sait plus ou moins comment fonctionnent les appareils, tout ça. Fait que déjà, ça peut être un frein. Faut aller chercher les ressources, faut essayer des choses, faut avoir un plan de match pour que ça fonctionne, ça, c'est sûr. C'est quoi ton principal facteur de changement dans les beaux succès que tu décris? Tu en as décrit plusieurs, là, mais
C'est parce qu'ils trouvent le bon cours, la communauté? Qu'est-ce qui fait que ça Oui, marche? mais effectivement, la communauté, je pense que l'humain est sociable. Ouais. L'humain a besoin d'être entouré d'humains. Puis je pense que le fait de se sentir bien, c'est un premier aspect qui fonctionne. Tu sais, s'ils se sentent pas jugés, ils se sentent en contrôle, ils se sentent bien dans l'environnement, déjà, on vient de gagner quelque chose. Puis après ça, c'est de trouver quelque chose qu'ils aiment. Tu sais, il y a du monde qui me le disent, là, moi... J'aime pas ça, faire du basic. J'aime pas ça, faire 3 séries de dos sur une machine. Puis c'est pas fait pour tout le monde. Mais de se donner la chance d'essayer un entraînement en circuit, d'essayer d'autres types d'entraînement, un cours de spinning, d'essayer d'autres choses, bien, c'est sûr que là, on s'ouvre des portes pour éventuellement aimer ça. Puis je le dis tout le temps, prenez le temps à la fin de vous rendre compte que ça vous a fait du bien. Là. Comment vous vous sentez après? Vous êtes fiers de vous, vous êtes content, vous êtes satisfait. Ça, on va aller le rechercher. Puis ça m'amène à un petit point. Là. Nous, quand on rencontre un client, mettons, pour y faire un programme d'entraînement ou un nouveau client d'entraînement privé, on demande leur passé dans l'activité physique. Est-ce que vous êtes déjà entraîné? Tout ça. Puis il y a des gens qui ont eu des très longues pauses sans activité physique parce que la vie, souvent, se place. Puis là, on passe un bout sans bouger. Puis là, les gens, des fois, on va rencontrer quelqu'un, 50 ans, est-ce que vous êtes déjà entraîné? Quand j'étais au cégep, j'étais vraiment actif. Je jouais au basket, je m'entraînais en salle, nanana. OK, ouais, ça fait 30 ans. Mais la personne, elle s'en rappelle. Puis moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intérieur, là, que quand on s'entraîne, on est fiers de nous. Ça marque. Que ça marque, vraiment. Puis on aimerait ça aller rechercher ça, cette sensation-là qui a marqué notre passage. J'aimerais ça revenir sur un élément que vous avez dit au tout début de votre réponse en parlant de la multiplicité des départs dans une vie. On parle, là, on est parti de janvier, là, mais effectivement, vous me faisiez remarquer que tout est sujet à redépart dans la vie. Mais une fois qu'on pousse la porte chez vous, comment vous accompagnez le client pour susciter cette pérennité dans l'activité? Oui. On a notre part de responsabilité et le client a la sienne. Absolument. Puis on doit accepter ça. Nous, au Centre athlétique, les gens, quand ils s'abonnent, le premier programme est à très, très bas prix. 25 $. On passe minimum 1 heure avec un kinésiologue qui analyse nos besoins, qui nous aide à nous fixer des objectifs et qui nous fait un plan d'entraînement suite à ce qu'on s'est dit, le plus personnalisé possible et le plus approprié pour le client possible. 2 semaines après, on le revoit pour faire les ajustements. On analyse l'horaire de cours en groupe avec lui. On regarde qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans son horaire. Après ça, comme nous, notre chemin est fait, on travaille très fort sur l'accueil, sur faire sentir le client important, sur l'ambiance qu'on va mettre dans le centre, prendre des nouvelles, tout ça. Après ça, la responsabilité est entre ses mains. Vous le rappelez pas là, aux 2 jours pour dire « Oublie pas de venir au gym. » Non, on fait pas ça. Même si on aimerait peut-être ça, il y a des clients avec qui aimeraient ça, il y en a sûrement que ils seraient pas contents de ça. On peut pas se rendre jusque-là. Mais sinon, on a des outils pour eux. On a des services d'entraînement privés, on a une belle équipe motivante. Il faut que les gens soient ouverts à accueillir l'aide qu'on peut leur apporter puis qu'ils viennent la demander aussi. J'ai vu à la fin de l'année 2023 une étude qui est sortie au Canada sur les suppléments alimentaires qui sont souvent utilisés par des gens qui s'entraînent et qui était assez problématique dans ses conclusions en disant que non, on ne peut pas certifier exactement le contenu de la bouteille. Et là, c'est pratiquement contradictoire. Là. On entre au gym pour améliorer sa santé physique et par voie de conséquence, sa santé mentale, j'imagine. Comment on peut dealer avec ce genre d'éléments dans un gym? En fait, nous, on est un centre très, très axé sur la santé et le mieux-être. On vend très peu de suppléments. En fait, on tient une gamme en petite quantité et on ne pousse jamais ça. Toute mon équipe sont avec moi dans cet aspect-là qu'on doit bien manger, des aliments le moins transformés possible, des aliments sains. On se sent bien, on prend 3 repas équilibrés par jour, on recherche l'équilibre aussi dans l'alimentation, sans faire des choses drastiques. Nous, on est vraiment dans l'équilibre, l'alimentation intuitive, manger le moins transformé possible et on ne prône pas nécessairement les suppléments. En fait, on en parle très peu. Est-ce qu'il y a des nutritionnistes dans votre équipe? Est-ce que c'est possible de combiner l'alimentation et l'activité physique? On fait faire à l'externe. OK. On a décidé de se concentrer sur notre expertise, notre zone de génie, qui est vraiment l'entraînement. Mais on a d'excellentes nutritionnistes là, qu'on réfère à l'externe. Mais sinon, nous, souvent, on dit juste de revenir à la base. Oui. On mange des légumes, on mange de la viande, on s'alimente bien, on boit beaucoup d'eau.
puis ça va marcher. Mais ça risque de marcher peut-être plus sur le long terme. J'ai l'impression que les gens, dans plein de domaines, qui vont aller chercher un supplément ou une autre source, ça va être pour avoir des résultats peut-être plus rapides, plus automatiques. Il faut être patient. Ouais. Puis la patience, c'est pas toujours... C'est vrai, c'est vrai. Puis ce que tu dis aussi, c'est parce que l'industrie a amené ça, de dire remplace un repas par un shake. Ça va aller vite, ça va aller être vite, efficace. oui, c'est ça. T'sais, on est tout le temps pressé, ça coupe un repas, c'est pas long à cuisiner, c'est vite. Les résultats d'entraînement vont arriver plus rapidement. Oui. Bon, ça peut être ça quand on sont fait plus miroiter éphémères aussi, selon moi, parce que c'est pas un mode de vie. C'est ça. C'est pas un mode de vie de remplacer un repas par du liquide. Fait qu'on est beaucoup plus. Mais je t'écoute parler, puis je vois plein de parallèles entre... puis j'avais pas réfléchi à ça au départ, mais il y a beaucoup de gens qui nous disent... Tu sais, cette année, j'ai envie de lire plus. Je veux ramener le livre dans ma vie. J'ai pas lu beaucoup depuis le secondaire, depuis l'école. Puis il y a un peu ça aussi avec le sport. Tu sais, on faisait du sport quand on était à l'école, puis on n'en a pas refait depuis le cégep. Les derniers livres qu'on a lus, c'est au cégep. Puis il arrive un moment dans notre vie où on se dit, bien, je veux réintégrer la santé physique, mais je veux aussi faire attention à mon mental en lisant davantage, en m'ouvrant à ça. Mais pour y arriver, tu sais, déjà, bon, se présenter à la librairie, se présenter au gym, appeler chez le psy pour voir s'il y a des places, tu sais, c'est déjà, c'est une amorce de bonne volonté, mettons. Mais pour garder le feu du départ, tu sais, il faut accepter de faire de la place dans son horaire, de l'intégrer et d'y accorder autant de place que la place qu'on accorde à Stat ou District 31. Tu sais, de se dire, bien, ça fait... Mais les gens... c'est ce que j'allais dire, parce que dans les vies très organisées que la plupart d'entre nous avons, prendre une décision ou bien de faire une plus grande place à la lecture ou la lecture, ça veut dire tasser des choses. Mais en même temps, c'est parce que si on revient à... Mais le sport, ça peut être le fun. Lire, ça peut apporter quelque chose de bon à notre intérieur, mais ça devient bien plus nourrissant que de scroller sur notre téléphone, tu sais. Mais on a l'impression que quand on fait quelque chose de passif, on est dans le bien-être alors que c'est pas vraiment ce qui nous nourrit, tu sais, mais c'est bien plus nourrissant de prendre une demi-heure où on va aller courir sur un tapis roulant ou aller se coucher plus tôt pour avoir le temps de lire. Tu sais, c'est ça, je pense qu'il faut comme revenir un peu à se dire, oui, c'est un léger effort qui va devenir de moins en moins un effort au fil du temps où ça va se placer dans ta routine, mais c'est un effort qui finit par t'apaiser puis te nourrir davantage que la passivité qu'un écran représente, par exemple. J'osais pas le dire tantôt, en vrai, je voulais pas te couper, mais moi, c'est la première année que quand on a fait les objectifs avec nos clients, il y a des gens qui m'ont dit, moi, je voudrais lire un livre par mois. Puis hey, ça on fait... se fait ça un partenariat? Content de vous avoir réunis. Puis notre thème au Centre athlétique, à chaque année, on essaie d'avoir un thème, puis cette année, c'est prendre du temps pour soi. Parce que aller au gym, c'est comme on vient de dire, c'est prendre un moment pour soi. Puis des fois, on n'a pas l'énergie de courir 30 minutes sur le tapis. Puis nous, on a des saunas ou, en tout cas, on trouve que de prendre un moment pour soi, tu n'es pas obligé d'être tout le temps avec une intensité hyper élevée, là, se donner à 100 avoir chaud, puis tout ça. C'est pas ça, là. C'est je prends un moment pour moi pour me sentir bien. Fait que des fois, c'est au gym, dans le sauna, on prend un bain, on lit un livre. C'est tous des moments juste... On prend un petit moment pour nous, pour se sentir bien, pour se soucier de notre santé physique et mentale. Puis on a fait un outil pour tracker les moments pour soi cette année. Déjà, normalement, on track l'activité physique. Cette année, c'est chaque moment que tu as pris pour toi. Wow. Fait que ça rentre un peu dans ça. J'écoutais je me souviens pas c'était à quelle émission, mais à la radio, il y avait un expert qui disait, tu sais, c'est que ça semble pas naturel pour certaines personnes d'ouvrir un livre ou de pratiquer du sport. Mais si on le replace dans quelque chose dont on a besoin, comme on se brosse les dents, on se pose plus la question le matin, bien, dans notre routine, on se brosse les dents, puis c'est comme ça. Mais si on le replace on a besoin de ce bien-être-là qui nous fait grandir, bien, c'est bien plus facile de plus se questionner sur mais pourquoi je le fais, je vois pas de résultat ou qu'est-ce que ça m'amène de lire ou de... Bien, tu sais, qu'est-ce que ça t'amène de te brosser les dents? Faut-tu vraiment l'établir, là, à partir du moment où ça fait partie de notre vie, bien, on ne le questionne pas systématiquement, tu sais. Mais depuis le début de l'émission, on parle, je dirais, en termes de manque, là, des gens qui ne s'entraînent pas assez, qui décident de le faire, qui ne s'entraînaient pas du tout, qui décident de lire. C'est peut-être moins pertinent pour le livre, ce que je vais dire, mais
Mais il y a aussi l'autre bout du spectre qui, entre autres, dans un gym, s'appelle le surentraînement, Ouais. qui est sûrement pas synonyme de bien-être non plus. Non. Comment on aborde des Ouais. clients qu'on voit se surentraîner? En fait, les gens qui me viennent en tête, qui se surentraînent, c'est des gens qui sont très excessifs. Souvent, là, je veux pas faire une psychologue de moi, là, j'aimerais ça tantôt, peut-être... Ça vient. Oui, c'est ça que tu viennes pallier un petit peu à ce que je vais dire. Mais ceux que j'ai en tête qui s'entraînent beaucoup, souvent trop, c'est des gens excessifs. Donc, dans toutes les sphères de leur vie, ils vont toujours à fond. Fait que des fois, ils pourraient aller à fond dans des côtés plus sombres. Et là, ils sont au gym. Fait que, évidemment qu'on est tous à la recherche de l'équilibre. Fait que, comme vous dites, c'est autant pas bon de ne pas le faire que de trop le faire. Fait qu'on est tous à la recherche de cet équilibre-là. Mais les clients qui s'entraînent beaucoup, puis qui ont l'énergie de le faire, qui s'alimentent bien, qui dorment suffisamment, ben, en tout cas, moi, personnellement, j'aime mieux les voir au gym que... Consommation. Exact. Puis, C'est les tu autres. sais, Ouais. ceux que j'ai en tête, c'est souvent ça. C'est des gens Ils qui ont sont remplacé. très intenses. Fait qu'ils vont Ouais. pallier ce besoin-là d'adrénaline, d'endorphine, par l'entraînement. Puis, bien, évidemment, moi, j'aime bien mieux les voir chez nous. Monsieur Amel Moras, la question vous a été lancée de façon à peine subtile. Je l'avais C'est mon aussi. segment, ouais. Ouais, voilà. J'ai très hâte de vous entendre. Mais comment on explique ce comportement en montagne russe qu'on a, la majorité d'entre nous, je pense, face à nos désirs de bien-être, aux moyens qu'on prend pour tenter d'y accéder, puis à nos moments de déprime? Oui. Bien, souvent, je dis que si c'était facile de changer, j'aurais pas de job. Probablement que toi non plus. Puis je vois souvent le psychologue, entre autres, de bien des manières, mais entre autres comme un expert du processus de changement. Donc, de comprendre c'est quoi les obstacles, qu'est-ce qui fait qu'on commence à changer. Souvent, c'est un tango, on fait un pas, on essaye quelque chose, on revient en arrière. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Il y a des bénéfices, des fois, dans le statu quo aussi, dans les mauvaises habitudes ou ce qu'on faisait avant. Donc, de comprendre un peu c'est quoi les étapes du changement, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. C'est pour ça que je posais la question un peu plus tôt. C'est quoi le principal facteur? Puis je vois plein de parallèles, évidemment, avec l'activité physique. Mais je pense que c'est peut-être comme ça qu'on doit le comprendre fondamentalement, que changer, c'est pas simple. Souvent, on fait ce qu'on est habitué, ce qui a déjà fonctionné à d'autres époques de notre vie, ce qui nous a déjà aidés dans d'autres périodes plus difficiles, autant dans les habitudes de vie que dans les relations ou comment on est dans notre vie en général. Donc, je pense que je partirais de ça. Parce qu'il fut un temps, Dieu merci, c'est derrière nous, où aller rencontrer un psychologue, c'est parce qu'on avait un problème de santé mentale qu'on ne définissait pas comme on le définit aujourd'hui. Et puis quand on parle de médecine sportive, on a l'impression que, pas de médecine, mais d'un psychologue sportif, par exemple, on a l'impression que ça ne s'adresse pas à nous. Ça s'adresse à des sportifs de haut niveau qui font les Olympiques, qui ont les moyens d'être suivis par toute une équipe multidisciplinaire. Or, ça se peut être accompagné pour voir ou pour tenter de comprendre où sont nos sources d'abandon et pourquoi on n'arrive pas à se maintenir, bien qu'il y a toute la sincérité du monde dans le choix qu'on avait fait au début et dans ce désir d'aller vers un mieux-être. Tout à fait. Et peu importe le domaine du mieux-être ou du bien-être qu'on choisit. Si on prend les bénéfices secondaires à pas faire beaucoup d'exercice physique, bien, justement, la première fois que je me présente au gym puis que je vois tous ces appareils-là, plein de gens, je vais-tu me sentir jugé, évalué, pas bien dans ma peau, puis dire, bon, qu'est-ce que les gens vont penser? Puis là, tout ce discours-là autour de c'est quoi le regard que les gens vont poser sur moi. Mais quand je reste chez moi et que je ne vais pas m'entraîner, ces pensées-là, je m'en protège, je les évite. Donc, chaque mouvement de changement, c'est aussi une prise de risque, un saut dans le vide, puis de prendre une chance. Puis ça, bien, c'est une source d'anxiété. Fait que souvent, on évite de changer parce qu'on évite l'anxiété puis le stress qui vient avec cette nouveauté-là. Dans toute nouveauté, il y a une forme de stress. Donc, ça aussi, je ferais peut-être le lien avec Et est-ce que là aussi, on a tendance à
à répéter des patterns, c'est-à-dire que ce qu'on découvrirait qui nous a fait, par exemple, abandonner la pratique du sport ou abandonner une pratique culturelle comme la lecture, on fait « OK, c'est une façon d'être chez moi, c'est un pattern. » Puis au moment où je l'ai identifié, je peux peut-être plus facilement tenter de le corriger. Ouais, je trouvais ça intéressant quand on parlait de prendre du temps pour soi un peu plus tôt, parce que prendre du temps pour soi, c'est super important, mais ça demande une certaine estime de soi aussi. Pour être capable de prendre du temps pour soi, il faut penser qu'on le mérite, qu'on a suffisamment de valeur intrinsèque, interne pour prendre ce temps-là. Donc, si on a vécu de différentes manières, principalement dans nos premières relations, on revient toujours à ça, relations de développement, relations avec nos parents, beaucoup, puis qu'on n'a pas reçu ce message-là fondamental que, hey, tu as une valeur qui dépasse ce que tu es capable de faire, ce que tu n'es pas capable de faire. Une valeur intrinsèque fondamentale, bien, probablement que ce premier pas-là vers le changement, ou de prendre soin de soi, de prendre du temps, de s'accorder une sorte de bienveillance, bien, ce pas-là est plus facile parce que je suis convaincu que fondamentalement, je le mérite. Si j'ai eu des premières expériences de vie, au contraire, où j'ai compris le message que, ouais, peut-être que j'ai pas tant de valeur que ça, ou peut-être que les gens vont me juger, m'évaluer, ou me rejeter, ou m'abandonner même. Bien, de faire ces premiers pas-là vers le changement, que ce soit quelque chose de bon pour soi, comme la lecture, l'activité physique, mieux dormir, peu importe le domaine qu'on choisit, probablement que c'est une plus grande source de stress puis d'anxiété. C'est intéressant que vous fassiez le parallèle avec le milieu familial, nos premières relations. Mais j'avais envie de vous demander si au niveau social, il n'y a pas quelque chose là aussi. On est de moins en moins religieux au Québec, c'est pas un secret pour personne. Mais je dirais notre passé, notre bagage judéo-chrétien, lui, est encore éminemment présent, même si on n'en prend pas toujours conscience. Et avec des phrases comme ça fait plus plaisir de donner que de recevoir, ou bien on a été élevé à sauver le monde, là. Est-ce que ça fait partie de notre inconscient quelque part qui fait qu'on privilégie toujours l'autre à soi-même? C'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en psychothérapie puis qui réalisent à quel point est-ce qu'ils prennent la charge du monde sur leurs épaules, puis qui vont toujours donner avant de recevoir, qui vont avoir de la difficulté à demander de l'aide. Mais je trouvais ça intéressant aussi quand on parlait de sentiment de communauté un peu plus tôt. Une grosse crise au niveau de la solitude puis de l'isolement en société de façon générale. Fait que d'avoir une communauté où tu peux donner puis recevoir en même temps, où tu peux aider l'autre puis l'autre va t'aider aussi. C'est un peu ça que tu disais que tu essayais de créer dans ton centre. Fait que ce sentiment-là de communauté renforce le mouvement puis ça fait créer une vague à un moment donné. C'est super intéressant, puis j'aimerais rebondir là-dessus parce que quand on regarde les livres de développement personnel en particulier, on est beaucoup dans le je, le moi. Puis il y a un petit côté dangereux à ça parce que, puis là, tu sais, c'est peut-être... mon lien est peut-être bizarre, là, mais je pense qu'avec la montée des réseaux sociaux, où on est beaucoup dans un rapport très narcissique avec soi, le développement personnel a suivi ça, où on se dit, tu comptes plus que tout, concentre-toi sur toi, prends soin de toi. Et ça a un impact un peu négatif parce que pendant qu'on travaille sur soi, mais on n'est plus en contact avec les autres, puis on brise un peu ce lien de collectivité-là, de solidarité avec les autres, qui est d'empathie, qui est super bon pour l'équilibre mental. Puis je pense que la différence que je ferais entre la littérature et le guide pratique, à mon sens, lire un roman, l'histoire de quelqu'un d'autre, dans lequel on a le descriptif des émotions, où on peut se mettre à la place de l'autre, bien, c'est bien plus formateur, c'est bien plus nourrissant pour l'âme puis l'équilibre mental qu'un livre qui te dit comment tu dois gérer tes émotions, puis où t'en prends puis t'en laisses par rapport à quelqu'un avec qui tu ferais le même travail, mais qui te challengerait, qui te questionnerait, qui essaierait de te faire voir qui t'es, tu sais. Parce que la lecture, en fait, c'est une expérience qui est solitaire. Puis si c'est soi-même, on essaie de travailler sur nous-mêmes, bien, il y a quelque chose un peu qui devient le serpent qui se tourne, qui se mange la queue. Alors que la littérature, bien, elle permet ça, de s'ouvrir à l'autre, de développer une empathie, de créer un sentiment de collectivité, ne serait-ce que de dire, bien, ah, t'as lu ça, moi aussi. Il y a un lien avec l'autre. Le livre crée du lien. Puis je pense qu'on a besoin de ça pour atteindre une forme d'équilibre, en fait. Là. Parce que le sentiment subjectif d'isolement
a été reconnu comme une des principales facteurs de mauvaise santé physique et mentale, au-delà du tabagisme, au-delà de l'obésité. C'est dire quand même à quel point est-ce que cette impression-là d'être seul, de ne pas avoir de communauté, puis d'être isolé dans sa vie de tous les jours, c'est fort, ça a un impact sur la santé physique, sur la santé mentale, sur la santé cardiovasculaire même. Donc, c'est vraiment fort comme effet. Je nous écoute, puis j'ai l'impression que notre vision du bien-être, on l'accueille en silo. T'sais. On va au gym pour notre santé physique. On va voir une diététicienne pour notre alimentation. On va peut-être aller à la librairie, je l'espère, pour nourrir l'esprit. On va voir un psychologue si on a un problème, mais on est toujours en silo. J'ai l'impression que dans cette conversation qu'on a, c'est comme la première fois où il y a des passerelles entre les silos qui s'installent. Comment on fait pour établir ça en société? Bien, si je peux y aller, là. Ben oui. En fait, là, c'est facile de le mettre en silo comme ça, mais je pense que quand même, c'est un aspect global, puis sans le vouloir, un parle à l'autre. On s'entraîne, normalement, on crée une bonne fatigue, on dort un peu mieux. Ouais. On a cette envie-là de se sentir bien, donc souvent, on va faire des meilleurs choix alimentaires. Parce que moi, la majorité des gens que je connais, on a tous déjà vu le chandail, là, je cours pour manger de la crème glacée, je sais pas de quoi de même. On a tous déjà vu ça, mais je pense qu'en général, les gens qui bougent, qui pensent à eux, ont envie de mieux manger. Donc, on rentre dans cette espèce de cercle vicieux-là, de saines habitudes. Un cercle vertueux. Virtueux, ouais, c'est ça. C'est bon, c'est meilleur. C'est ça, de saines habitudes de vie où on a juste envie de se sentir bien. Puis à l'opposé, bien, si on en fait moins, on peut un peu se miner là-dedans de l'autre côté. Fait que, oui, on peut comme le catégoriser en silo, mais je pense que, tu sais, un parle à l'autre, puis on peut comme s'aider si on adopte juste un mode de vie plus sain. Mais il appartient donc à la personne de faire ces liens-là. Il n'y a pas une Ça prend structure qui nous volonté offre... d'avoir envie de se sentir bien puis de faire des changements. Mais c'est un moteur, hein? Tu sais, je pense qu'à partir du moment où la roue a commencé à tourner, à avancer, bien... Il y avait une image cette semaine sur les réseaux sociaux, justement, puis c'est vraiment ça, quelqu'un qui commence, puis là, tu sais, c'est tout le temps en janvier, ces images-là, puis c'est quelqu'un qui pousse un carré. Puis là, il pousse, puis plus qu'il pousse, plus que les coins s'arrondissent jusqu'à pousser quelque chose de rond qui roule, puis que, comme on disait tantôt aussi, tu sais, on le met à l'horaire, comme se brosser les dents. Ça fait partie de notre horaire. On se pose plus la question, je vais-tu, je vais pas, non. Ça fait partie de mon quotidien. Je le fais sans me poser de questions, puis ça fait juste m'aider à être bien. Mais je lance ça comme ça. On est candide, hein, quand même. Clairement, on l'a intégré, nous, dans notre vie. mais je lance ça vraiment comme ça en l'air, mais c'est envisageable, par exemple, dans un gym qui est un coin lecture, pour faire, une fois que j'ai fini mon entraînement, là, au lieu de sauter dans la douche, dans ma voiture, puis retourner à la maison, je peux m'écraser un petit moment avec moi-même puis faire je complète mon bien-être. Oui, puis en même temps, je sais pas, vous me rappelez un projet qu'on avait eu avant, mais oui, vraiment. Tu sais, comme là, tantôt, je parlais sauna, tu sais, parce qu'on a des saunas. Des fois, on dit, tu sais, aujourd'hui, t'as pas l'énergie, t'as une grosse journée, t'es fatigué, va relaxer 20 minutes dans le sauna, tu sais. Comme décompresse, tu sais, prends un moment pour toi. Mais oui, ça pourrait être ça. Puis je me rappelle, quand j'avais un gym à Bécancour, à côté, il y avait le Gem Café. Puis c'était des, je sais pas si tu as connu, là, c'était des livres. Tu apportes un livre, tu peux en prendre un autre, là, c'est fermé maintenant. Puis on s'était dit, tu sais, que ça serait le fun d'avoir... en tout cas, on avait comme levé le flag, là, qu'il y avait quelque chose à faire ensemble. Regarde, vous rappelez ça aujourd'hui. Vous avez un projet, là. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et peut-être qu'un amène l'eau au moulin pour l'autre, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'amènera au gym, le gym ou la lecture, mais l'idée de trouver les deux à la même place, ça m'intéresserait. Mais ça fait partie de l'équilibre. Tu sais, on peut pas être juste tout le temps en train de bouger. Mais, tu sais, je sais pas là, si ça rapporte, mais tu sais, ces espèces d'associations-là qu'on fait pas nécessairement naturellement, mais nous, à l'Exode, on a fait un partenariat avec le restaurant Le Bête où on invite les gens à venir lire en gang. Donc, tu sais, puis ceci n'est pas un club de lecture parce que le but, c'est pas de parler de nos livres, mais c'est plutôt de se trouver un moment où on est à la fois
on accorde du temps à la lecture, mais on accorde du temps aussi à nos amis parce qu'on vient en groupe, puis on contribue à mousser notre vie sociale, mais en même temps, prendre une pause. Puis tu sais, ça, bien, c'est des façons aussi d'intégrer les bonnes habitudes, c'est de les amener avec du plaisir, tu sais, de se rappeler que c'est pour le fun, c'est récréatif, là, tu sais. Oui. Et en même temps, c'est un peu contradictoire avec certaines directions de l'industrie du bien-être qui est autour de... Ouais. Lève-toi à 4 heures du matin, puis rendu à 6 heures, tu as fait 200 C'est choses vrai. sur ta liste. Tu deviens un peu ta propre PME, tu as le mois Inc., là, Ouais. où là, on dit c'est le bien-être, mais finalement, ça devient une sorte de pression constante sur la personne que tu devrais être. Il y a quelque chose de très C'est idéalisé dur, ça. là-dedans. Ouais. Donc, de ramener ce que tu es en train de dire là, c'est intéressant, mais des fois, ça tire dans les deux sens. Il y aurait donc une confusion des genres entre bien-être et efficacité. Si on est efficace, ça va bien. J'ai l'impression que ça peut se mélanger facilement, puis que le message des motivateurs et autres conférenciers dans les différents médiums, souvent, ça se confond. T'sais. Fait que de ce bien-être-là qui est lié à ralentir, prendre le temps, du temps où on fait rien, on n'est pas en train d'être productif, puis je suis cordonnier mal chaussé, là, je suis le premier à me sentir angoissé quand je fais rien. Là. Mais il y a vraiment ce message-là souvent qui est très implicite, qui est très social autour de l'importance de l'efficacité, de ne pas perdre son temps. Fait que quand ça s'entrechoque, comment est-ce qu'on trouve l'équilibre, encore une fois? Ça veut dire que dans votre clientèle, est-ce que vous rencontrez aussi souvent des gens pour lesquels il faut les accompagner à déconstruire pour trouver le bien-être plutôt qu'à construire leur bien-être? C'est intéressant. C'est vrai qu'on en voit dans les... Il y a beaucoup de gens à qui il faut suggérer, pas du premier coup, mais tranquillement suggérer l'idée que d'accepter de ralentir puis de rien faire. 5 minutes sur ton divan à rien faire. Puis des fois, juste ça génère énormément d'angoisse puis d'anxiété. Donc, on dit tu cours, mais après quoi tu cours? Ou qu'est-ce qui te court après? Je ne sais pas trop dans quel sens ça va. Mais oui, puis à l'inverse, il y a aussi des gens très, très écrasés puis très figés. Qui on doit proposer puis accompagner tranquillement pour qu'ils se réactivent puis qu'ils reprennent un peu d'air d'aller, de vitesse. Mais donc, encore une fois, c'est parler les deux d'accompagner puis de personnaliser, bien, c'est beaucoup ça. C'est de suivre la personne en fonction de ses besoins spécifiques. Puis mettons, tu prends quelqu'un dans cette situation-là, puis tu accompagnes une autre personne, tu les mets ensemble. Est-ce que tu vois Tu fais du sport rénal. Oui, non. Mais est-ce que tu verrais que ça faciliterait le... C'est intéressant. Je fais pas beaucoup de co-thérapie avec... Des inconnus, tu sais. Mais parce que... Toi, tu travailles trop, toi, tu travailles pas assez. On est ensemble, ça va revenir. OK, parce que tantôt, tu disais, tu sais, des fois, des moments de lecture en groupe, nous aussi, c'est très social, là. Tu sais, c'est sûr que si tu viens en couple ou tu viens avec ton ami, il y a comme un rendez-vous, il y a comme un devoir, il y a quelqu'un qui attend un résultat de toi, qui se fie un peu sur toi. Fait qu'il y a comme quelque chose qui se crée, pareil, comme si on prend ce moment-là ensemble pour y aller. Si on se l'est dit, puis que l'autre n'est pas là, c'est comme... On se l'était dit, là, tu sais, on a un petit devoir à accomplir, je sais pas. Aller chercher une jonction dans les énergies, disons. Oui, il y a une source de motivation de le faire à plusieurs. Tout à fait. C'est un peu ce qui est limitatif dans la psychothérapie classique. T'sais, 1 pour 1, on est dans un petit local, souvent pas si bien éclairé, puis on demande aux gens de parler de leurs problèmes. Des gens qui vont regarder ça dans 100 ans, puis comment est-ce qu'on traitait les problèmes de santé psychologique ou de l'esprit. Ils vont se dire « Ah, c'était bizarre un peu, s'asseoir comme ça. » Fait que je pense que c'est important, parce qu'il y a quelque chose de très émotif, puis d'explorer ce qu'on vit dans tout ça. Mais pas seulement, si ça se limite à ça, il manque quelque chose, justement, d'actif, de social. Sortir, la nature, le sommeil, tout ça, un peu comme vous disiez, se complète, mais si on s'en tient juste à, en tout cas dans mon cas, quand je m'en tiens juste à mon travail ou à ma spécialité, j'ai l'impression d'être limité trop souvent dans comment je peux aider les gens. J'ai l'impression que depuis le début de l'émission, on parle beaucoup de pourquoi ça ne marche pas. J'aimerais qu'on regarde pourquoi ça marche. C'est quoi les éléments essentiels qu'il nous faut trouver? Et j'aimerais vous entendre sur le lien de confiance. Pourquoi on choisit un gym plutôt qu'un autre? C'est sûrement pas à cause des appareillages. En tout cas, vu de l'extérieur, pour un spécialiste que je ne suis pas, ça m'apparaît tout à peu près pareil. Donc, il y a vraiment un lien de confiance qui s'établit avec les personnes que je rencontre dans le gym où je vais,
où ça fit ou ça fit pas. Même chose pour un psychologue. Chercher et trouver un psychologue, en trouver un, c'est déjà pas facile. Mais encore, faut-il en trouver un avec qui le courant passe et qu'on a ce sentiment de confiance qui va pouvoir permettre de se livrer. Ça non plus, c'est pas facile. Même chose pour les librairies, à moins d'acheter que des best-sellers chez Costco. Habituellement, j'imagine que les gens sont assez attachés à leur librairie parce qu'ils ont un rapport personnel avec le ou la libraire. Est-ce que ce lien de confiance-là, c'est pas le premier gage du succès partout? Pour nous, toujours, puis pour nous, c'est le concept d'alliance thérapeutique, mais ça se traduit de plein de manières différentes, cette alliance-là. Puis dans le travail que je fais, l'alliance thérapeutique, c'est le principal facteur de réussite thérapeutique, donc la force de l'alliance. Puis des fois, c'est simple de construire une alliance, mais des fois, il y a des obstacles, puis des fois, c'est pas linéaire, ça se construit pas d'un coup. Il y a des pas de recul, on se trompe, on fait pas exactement la bonne chose. Donc, d'être capable de construire puis d'entretenir cette alliance-là en fonction de chaque personne unique puis différente qui est devant nous. Puis là, je parle pour mon travail, mais je suis convaincu que ça s'étend à peu près tous les domaines parce que cette alliance-là permet de se sentir en sécurité, se sentir accueilli, se sentir vu comme on est. Puis je pense que c'est un peu la première base du processus de changement. Et cette alliance-là à construire, elle va des deux côtés? Parce qu'on voit souvent la personne qui est en recherche d'un psy et qui abandonne après quelques rencontres en disant non, ça ne fonctionnait pas. Mais est-ce que l'inverse est aussi vrai en disant non, je n'arriverai pas à créer cette alliance-là avec telle personne qui se présente chez moi? J'ai bien de la misère à dire ça. J'ai peut-être à tort, mais j'ai tendance à persévérer, essayer de trouver comment je peux... C'est un défi un peu? Oui, ça peut être un défi parce qu'on peut raisonner facilement à certaines personnes, dire « Ah oui, j'ai une empathie naturelle, puis ça vient me chercher », mais il y a des gens avec qui ça peut être plus difficile pour un paquet de raisons. Il y a des gens qui arrivent qui peuvent être méprisants, agressifs même, mais tout ça part d'une souffrance. Fait que comment trouver cette voie-là pour retrouver notre empathie, notre compassion, puis notre capacité à accompagner la personne, tu sais. Je suis convaincu que dans un centre d'entraînement, il y a des gens que c'est plus difficile à développer puis entretenir la motivation. Il faut que tu trouves un peu c'est quoi la twist qui va te permettre de l'accrocher puis de rester avec la personne à plus long terme. Oui, vraiment. On a un slogan qu'on utilise souvent, c'est « un gym qui te ressemble ». Puis c'est un peu comme si je vais à la librairie puis je prends un roman d'action, puis moi, j'aime mieux des romans romantiques ou d'amour. C'est un peu la même chose dans les gyms. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les styles. Il faut trouver celui qui nous ressemble. Puis il y a de l'offre, il y a du choix, puis il y en a pour tout le monde, puis on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Fait que c'est de s'assurer de trouver une place qui nous convient. Puis j'imagine que pour les gyms, peut-être que le premier pas qui va faire que les gens vont rentrer, il doit avoir une notion un peu de c'est près de chez moi ou c'est sur le chemin vers mon travail. Comme moi, il y a comme quelque chose de plus pratico-pratique que le psy est proche de chez nous, mais je l'aime pas vraiment, mais c'est lui qui est le plus proche. C'est lui qui est le plus proche. Effectivement. Définitivement. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais quand on regarde en ensemble le Grand Trois-Rivières, à moins de 10 minutes, là, on a tout le temps quelques choix là, pour trouver est-ce qu'on aimerait mieux quelque chose de plus généraliste, qui va couvrir un peu de tout, il va y avoir différentes personnes, quelque chose de plus privé, une plus petite clinique. Il y a de l'offre. Il y a de l'offre pour trouver l'activité physique qu'on va aimer. Et comment on arrive à donner une personnalité à un gym pour que, justement, il se distingue de l'offre? Bien, nous, en fait, notre stratégie à nous, là, c'est d'être vraiment un centre axé sur la santé, le bien-être, monsieur, madame, tout le monde. On est accessible, inclusif, pas compétitif. On veut juste que les gens viennent bouger pour se sentir bien, tout simplement. Puis on enlève tout cet esprit-là compétitif. On a beaucoup de retraités. On veut des gens... Vous ne sponsorisez pas des concours de bodybuilding? Non. Sentez-vous cette pression-là, des fois? Parce que c'est jamais loin de cette industrie-là, j'ai l'impression. Ouais. De pouvoir maintenir cet espace-là. Naturellement, les gens qui font ça, puis ceux qui font de la compétition, là, j'ai énormément de respect parce que c'est une discipline incroyable, avec beaucoup, beaucoup de rigueur. Mais je pense justement, on disait, il y a de l'offre, il y a des gyms pour tout le monde, un gym qui te ressemble, puis ils se sentent naturellement juste moins à leur place un peu chez nous. Parce qu'on a fait le choix d'être un centre plus inclusif, plus monsieur, madame, tout le monde, moins axé sur la performance. Fait
ils font juste moins se retrouver chez nous, puis c'est bien correct. Là. On peut pas plaire à tout le monde. Ouais. Fait que chez nous, naturellement. Fait que non, jamais je ressens cette pression-là de devoir Intéressant. répondre à ce besoin-là. Là, jamais. Puis il y en a qui vont dire, je vois, moi, j'aime ça. Ici, je viens, il me semble. Mais tu sais, je sais pas pourquoi j'entends toujours ça. Je viens ici, j'ai la paix. Je sais pas pourquoi j'entends ça. J'aime ça. Puis oui, c'est ça, j'aime ça. C'est comme, tu sais, même, c'est ça. Fait que... Mais j'ai l'impression que une des façons aussi une des clés de la réussite pour une entreprise, ou en tout cas, c'est aussi de reconnaître son créneau, puis de l'accepter, puis D'avoir un peu une de identité, l'honorer, là, oui. tu sais, puis d'honorer son identité, puis pas d'essayer un peu d'aller dans tous les sens pour plaire à tout le monde, puis finalement, ben On est personne. on est personne, là. J'imagine qu'une librairie aussi, ça se personnalise. Ben oui, moi, c'est sûr que c'est ce que j'arrête pas de répéter. Une librairie, faut que ça ait une personnalité. En tout cas, une librairie indépendante, surtout quand elle est petite, là, comme la nôtre, là, tu sais, on a une personnalité, puis on la déploie un peu pour que les gens sachent qui on est, ce qu'on offre, comment ils vont... sur qui ils vont tomber en venant chez nous, finalement. Puis, en général, ben, tu sais, ceux qui viennent, c'est que ça leur plaît. Bien sûr, il y a des gens qui passent devant, puis on a le livre qu'ils veulent, puis ils ne reviendront plus jamais, tu sais, puis c'est pas grave, là. Mais les fidèles, ils viennent pas juste parce qu'on a les livres qu'ils veulent, là. Ils viennent en partie aussi pour qui on est, puis les discussions qu'on a, puis le fait qu'on se rappelle de leur nom, qu'on connaisse leur goût, qu'on leur offre des suggestions qui ciblent exactement ce qu'ils voulaient. Fait que, tu sais, c'est ça. Est-ce que vous leur proposez aussi la découverte, c'est-à-dire d'aller complètement en dehors des sentiers connus? Oui, mais ça prend une relation de confiance, là, je pense, pour aller vers là. Puis, tu sais, je pense qu'il faut d'abord avoir mis le doigt exactement sur les bons goûts. Puis là, quand la personne est un peu là, tu sais, quand le poisson est pris à l'hameçon, bien là, on peut un peu dire, OK, bien maintenant, là, On va aller dans la on section va sombre. juste un petit peu, juste un petit, tu sais, puis il y avait, je pense que c'est pas Alexandre Jardin, Marc Lévy qui avait fait une espèce d'image super intéressante en disant, tu sais, la littérature, c'est des marches. Puis, tu sais, tu commences à un niveau, puis éventuellement, ben tu sais, tu montes, puis, mais tu sais, tu peux pas sauter là, de la marche 1 à marche 30, tu sais. Il faut que tu aies, tu sais, si tu commences avec Dostoïevski, ça se peut que ça soit trop pour toi, tu sais. Ouais. Mais le libraire, il peut accompagner ça, puis dire, ben puis c'est correct si tu t'arrêtes à marche 2, puis c'est ça que tu veux, tu as essayé la marche 3, puis tu dis, ben non, dans le fond, moi, je lis pour le confort, puis ça, c'est mon confort, c'est là que je veux aller. Mais le libraire, le bon libraire, va être là pour t'accompagner puis te présenter la marche suivante, puis t'aider un peu à développer ton sens, à affiner ton sens de lecteur finalement, puis à te mener vers le bon livre au bon moment. Je prends 10 secondes pour vous rappeler ce qui se voulait le thème au début de cette émission, dont on n'a pas beaucoup dérogé, mais c'était que faire entre les dictats de l'industrie et du bien-être, l'élan du cœur et l'abandon, ou les risques d'abandon. Je pense qu'on a quand même réussi à tisser quelques pistes intéressantes au cours de cette émission, mais j'aimerais ça qu'on fasse un tour de table pour dire comment vous définissez le bien-être Wow. personnellement, puis quelles sont les pistes que vous nous suggérez pour, pas pour l'atteindre, mais pour au moins être en marche vers. Hein. Parce que je pense que l'objectif est toujours à conserver. Il n'y a pas une journée où on fait « ça y est, je suis maintenant heureux, c'est réglé, j'ai coché sur ma liste bien-être atteint ». C'est à refaire. Oui, mais une fois que c'est atteint, c'est à maintenir. Ouais. C'est jamais acquis, c'est en ce sens-là que je voulais plutôt parler. Alors, voilà, votre propre vision du bien-être, comment vous y êtes arrivé, si vous y êtes arrivé, qu'est-ce que vous faites pour le maintenir? C'est très large comme question. Puis je pense qu'on va y aller avec M. Amel Maurice, qui a déjà l'air d'avoir réfléchi à la question. Oui, puis probablement que ma réponse va être un peu contre-intuitive parce que je pense que dans le bien-être, il y a toute la reconnaissance de la souffrance. Donc, c'est pas un super pitch de vente là, pour le bonheur. C'est pas là qu'on s'en allait, fait que c'est parfait. Mais toute la reconnaissance que la souffrance, puis l'inconfort, ou même la tristesse, toutes les émotions qui viennent avec ça, ça fait partie de la nature humaine, justement, puis de ce qu'on a à vivre. Ça ne veut pas dire de s'écraser là-dedans ou de demeurer victime de ça, mais c'est une façon peut-être de désidéaliser un peu ce bonheur-là à tout prix, être heureux tout le temps.
parce que souvent, ce que je réalise, c'est que ce qui nous rend souvent malheureux, c'est de ne pas être heureux, de ne pas se sentir heureux tout le temps. Fait que je pense qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans de sortir de la fantaisie du... C'est quasiment de la performance, là. Performer le bonheur. La performance de là. bonheur. Puis moi, c'est ma principale critique de l'industrie et du bien-être dont on parlait un petit peu plus tôt, sous cette forme-là très corporative. Est-ce que les réseaux sociaux aussi mettent beaucoup de pression? Bien sûr. On le sait maintenant à quel point ce qui est véhiculé, puis l'image qu'on voit n'a rien à voir avec la vraie vie. Donc, c'est une espèce de négation de cette partie-là de la nature humaine où, ben oui, des fois, on est triste, on a peur, on est malheureux, on est désespéré même, mais que ça annule pas toute l'expérience potentielle d'une forme de bien-être. C'est ce qu'on appelle ça le bonheur. Je ne le sais pas encore. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Mais c'est aussi que ça prend une forme différente pour chaque personne. Donc, on peut difficilement en faire une seule définition aussi. Et j'imagine que reconnaître ses souffrances, c'est aussi le premier pas vers la guérison. Oui, parce que d'accepter d'être en contact avec cette partie-là, je dis souvent qu'on ne peut pas couper le canal des émotions difficiles puis laisser le canal des belles émotions ouvertes. Et si on veut être en contact avec la joie, le plaisir puis l'accomplissement, il faut aussi être en contact avec la tristesse, la peur, puis de temps en temps un bout de désespoir. Oui, je sais que c'est peut-être pas le... Non, mais c'est bon, on sent bien que les plateaux de la balance s'équilibrent et tout à que la recherche d'un mieux-être est peut-être dans cette Mm. recherche d'équilibre des plateaux plutôt que dans la négation de l'un des deux. Là. Oui, mais je ne ferai probablement pas de publicité aux heures de grande écoute sur ce concept-là. Non, mais vous êtes tout à fait dans le ton de cette émission où on réfléchit sur les angles différents qui nous permettent d'atteindre un mieux-être que l'on espère le plus permanent possible, mais toujours sujet Tout à fait. aux montagnes russes. Ou la enfin, si nuance, on en adoucissait fait. les montagnes russes, ça serait déjà pas Oui, mal. tout à fait. Qui veut y aller? Vas-y. Oui, bien, en fait, dans ma tête, à moi, c'est très simple. C'est juste d'arrêter de chercher ce mieux-être-là, puis juste d'être en gratitude avec ce qui nous arrive, d'avoir des moments de gratitude, de remercier ce qui nous arrive, puis de juste garder ça doux, de garder ça léger, de garder ça simple. Puis, tu sais, depuis le début, un peu, c'est ça le discours qu'on a, là, en tout cas, de revenir aux bases. Je pense que le téléphone nous met énormément de pression, nous prend énormément de temps, puis de le mettre le plus possible de côté, déjà, on a un grand pas vers le mieux-être de fait, Tellement. je suis convaincue. Ouais. Madame Martin? Mais la capacité d'émerveillement, tu sais, ça rejoint un peu ça, là, l'espèce de... Tu sais, c'est beau le dimanche matin, s'asseoir, prendre le café en lisant un journal. C'est beau. C'est un beau moment, tu sais, puis écouter un film, avoir les larmes aux yeux, c'est beau aussi, tu sais, puis prendre le temps, prendre du temps pour soi, essayer de maintenir les bonnes habitudes sans se mettre de pression, tu sais, fait atteindre l'équilibre, puis lâcher le téléphone, puis lire plus, parler avec les gens, bien s'entourer. Accepter que ça prend un petit peu de travail pour être heureux, mais que ça vaut la peine. Le temps file à une Ah, vitesse c'est fini, tellement folle qu'il me reste à peu près le temps de vous remercier en disant qu'un de ces moments de joie, ben, on vient de le vivre là. Vraiment. Et je ne saurais trop vous remercier d'avoir été présente. Laurie Bellerive, Audrey Martel, Olivier Victor, je l'ai dit dans le bon ordre cette fois-là. Non, c'est le Victor contraire. Olivier. Je savais qu'une fois je me tromperais. À la dernière seconde de l'émission, c'est arrivé. Voilà. Merci infiniment d'avoir été là. Merci à notre recherchiste Anne-Sophie Batalon. Merci à la Gazette de la Mauricie et à la station Nous TV. Quant à nous, on se donne rendez-vous le mois prochain avec un autre sujet. Entre-temps, si vous avez le goût de nous écrire pour nous faire part de vos commentaires ou nous suggérer des thèmes de l'émission, n'hésitez pas à le faire. Vous écrivez à info@gazettemauricie.com. À très bientôt.